Ça ne vous aura pas échappé, Amundi a décidé de procéder à un certain nombre de changements sur deux trackers, un tracker S&P 500 et un tracker également pays émergents. En soi, c'est un émetteur d'ETF, il a le droit de faire des modifications, d'appliquer éventuellement des changements vis-à-vis de l'indice de référence, etc. Ce qui est intéressant, donc ça sera mis en place à partir du 29. Donc l'idée en fait, c'est que votre S&P 500 ne va plus répliquer les 500, le S&P 500, clairement, il va répliquer un indice qui est lié aux valeurs ESG. Donc c'est-à-dire en gros, excite toutes les valeurs pétrolières, hydrocarbures et compagnie. Alors déjà, pour l'investisseur, ça pose un problème. C'est-à-dire que vous investissez sur un tracker sur les 500 plus grosses compagnies américaines, vous en avez plus que 300. Et vous avez tout un pan, tout un secteur d'activité qui est sorti. Alors, d'un certain côté, si vous voulez, très bien, on veut investir responsable, pourquoi pas, mais il existe des trackers directement ESG, qui sont typés ESG avec les meilleures notations ESG. Et donc, si on est investisseur et qu'on veut en effet avoir cet investissement responsable, on va rechercher un ETF et un secteur d'activité qui va être directement lié à cela. Si je veux acheter le S&P 500, je dois pouvoir trouver un tracker S&P 500 point barre avec zéro distinction, aucune. Donc là pour moi c'est déjà des premiers changements qui poussent également à la réflexion sur les ETF parce qu'il y a déjà quelques années, si vous voulez, Amundi avait déjà procédé à pas mal de modifications, ce qui peut pousser certains investisseurs à devoir solder cet ETF là pour en acheter un autre, ça fait des frais supplémentaires. Alors ça peut paraître pas énorme et de la même manière Amundi en profite parce que l'éco-responsable c'est bien mais ça coûte plus cher apparemment pour augmenter les frais de gestion de ces trackers là. Alors on peut toujours se dire c'est pas énorme, hein, c'est comme quand vous avez des frais qui passent de 0,10 à 0,15, c'est toujours pas des frais énormes mais c'est quand même 50% d'augmentation. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que dans un monde, si vous voulez, où vous avez de plus en plus, les trackers deviennent de plus en plus populaires, vous avez de plus en plus de concurrence, vous avez surtout BlackRock avec iShares qui est énorme, et puis Amundi qui en ayant racheté Lyxor également devient, on va dire, le gros challenger surtout européen. Ben, ce que l'on voit, si vous voulez, c'est qu'on a un essor grandissant de ces trackers-là en Europe. On a iShares qui doivent traduire les brochures, etc. Mais de plus en plus, ils le font, qui arrivent en concurrent. Et on a Amundi qui est un petit peu en mode monopole à ce stade-là, sur ce marché européen en tout cas, et qui lui en profite pour augmenter un petit peu ses frais et, on va dire, faire de la verdure de KPI. Donc, en soi, c'est toujours la même problématique. Quand vous achetez de toute façon un tracker, vous êtes tributaire de l'émetteur. C'est l'émetteur qui décide. Donc vous êtes tout simplement en attente. Les produits sont proposés, il y en a de plus en plus. C'est la noyade et donc vous êtes obligé de faire des choix. Mais quand on regarde, si vous voulez, vous avez de l'augmentation de frais, vous avez un tracker finalement qui ne réplique pas ce qu'il laisserait sous-entendre de par son nom. Et c'est ce que j'ai toujours indiqué. Il faut regarder ce qu'il y a dans les indicateurs. C'est comme si vous allez voir aujourd'hui un Lyxor, un tracker Lyxor sur secteur activité basique matériel. Vous allez regarder le détail et vous allez voir que vous avez 70% de la pondération de ce tracker-là qui est sur trois valeurs. Rio Tinto, BHP et compagnie. Mais en gros, voilà, vous achetez un tracker pour avoir une diversification, vous ne l'avez même pas. Et là, vous allez acheter un tracker S&P 500 pour avoir diversification, mais vous avez tout le secteur hydrocarbures qui n'est pas représenté. Et c'est une problématique parce que, imaginez, aujourd'hui, tout le monde tire à boulet rouge sur les hydrocarbures, changement du climat, je veux bien, on ne remet pas en cause cela. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un déficit d'offres parce qu'il y a du désinvestissement depuis 10 ans et qu'aujourd'hui, stratégiquement, c'est des erreurs pleinement stratégiques qui sont faites sur un certain nombre de pays qui sont plus du tout autonomes vis-à-vis de leur énergie et ça crée des problématiques et la guerre en Ukraine n'a fait que révéler ces problématiques-là. Or, la transition énergétique c'est bien, il faut dynamiser la transition énergétique, mais c'est beaucoup plus d'argent qu'il faut pour accroître justement son expansion et essayer de tendre vers un remplacement dans 10 ans ou 15 ans tout au mieux. Mais ça veut dire qu'il faut massivement investir dans la transition énergétique et pour produire, avant de produire de l'énergie verte, il faut produire tous ces panneaux, etc. Ça se produit avec des hydrocarbures. Donc la problématique, si vous voulez, c'est que en voulant
faire ce désinvestissement, etc., pour une vision de long terme, pourquoi pas. On nous met, si vous voulez, le court terme qui est qu'on va du coup réduire l'offre des hydrocarbures. La demande est toujours la même, voire elle va augmenter, puisqu'il ne faut pas oublier que les pays émergents, eux, sont beaucoup plus pragmatiques et n'en ont que faire. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez en gros une dizaine d'années où il va falloir accepter de payer plus cher un certain nombre de prix d'hydrocarbures, parce que même si la demande vient à baisser parce que vous prenez une récession, aujourd'hui, la demande sur les prix des hydrocarbures ne représente que 20%. 80% du prix, c'est du déficit d'offres. On est passé vraiment dans du déficit d'offres et en plus, les BRICS poussent sur ce déficit-là en réduisant leur production pour mettre la pression sur les US. On le sait très bien. Et tout ce qui a permis de compenser actuellement, c'était la réduction justement des réserves stratégiques US. Mais à un moment donné, c'est des réserves stratégiques. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il va falloir re-remplir les cuves. Donc, on est dans ces éléments-là, si vous voulez, où ça va beaucoup plus loin que juste Amundi qui change un tracker. On part dans des idéologies, si vous voulez, qui pour un bien futur long terme sacrifient quand même énormément le court terme. Sans oublier que tout cela, ça va créer de l'inflation énergétique, c'est-à-dire que l'énergie potentiellement sera plus propre, mais elle sera plus chère également. Et c'est là où on rentre en règle générale dans l'hypocrisie, c'est que tout le monde veut un monde plus vert, à condition de ne pas payer plus cher. Donc ça, évidemment, c'est un éternel débat. Ça fait déjà 5 ans, je crois, qu'on l'a mis sur la table. On est en plein dedans, on est dans ces déficits d'offres. Et qui dit déficit d'offres dit que ces sociétés d'hydrocarbures font des profits et vont continuer de faire des profits énormes. Alors, elles vont en distribuer une certaine partie aux actionnaires sous forme de dividendes, rachat d'actions. Elles en réinvestissent une certaine partie, mais comme on voit très bien qu'on est dans une politique, si vous voulez, où on privilégie la transition énergétique, eh bien, elles doivent, elles aussi, privilégier la transition énergétique, investir dans cette transition énergétique, ne pas trop investir dans le pétrole, si vous voulez, ou les hydrocarbures, parce qu'on sait très bien que dans 10 ans, c'est fini. Donc, il faut un petit peu investir pour essayer d'aller choper un petit peu plus de profit, mais pas trop quand même, parce qu'on n'aura pas le retour sur investissement sur du plus long terme. Donc, du coup, on participe à ce déficit d'offres, à l'accentuation de ce déficit d'offres. Et dans un monde où on voit où les tensions géopolitiques sont grandissantes, est-ce que stratégiquement, c'est une bonne idée? Mais voilà, donc on est en train de toucher un aspect marketing, si vous voulez. Au passage, on en profite parce que c'est éco-responsable pour prendre des frais supplémentaires, alors qu'en soi, c'est de la réplication indicielle, donc ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de raison. Mais la plus grosse problématique, si vous voulez, c'est pour moi, il y a toujours un travail, quand on achète un ETF, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et de continuellement regarder à l'intérieur pour voir les pondérations et pour voir si cet indice qui a un nom X ou Y réplique bien ce qu'il est censé répliquer. Donc ça, pour moi, c'est des éléments d'attention qui sont importants. Donc, Amundi change les choses en effet. Il y a un certain nombre de points pour moi qui sont juste... En fait, ça permet de renforcer des points de surveillance que l'on avait parce qu'aujourd'hui, je trouve que les ETF sont vendus comme... la sainte chose, parce que c'est simple, etc. On essaye de gamifier un petit peu, de créer un jeu dans l'investissement boursier avec le DCA, ces investissements-là, c'est très bien, ok, mais d'un certain côté aussi, on empêche les gens de quand même avoir une réflexion long terme par rapport à leur profil et par rapport à leurs objectifs. C'est pas forcément compatible avec tout le monde et ce que tout le monde veut faire et avec l'évolution que vous allez avoir dans votre vie et l'évolution également du cycle économique. Donc il faut prendre un certain nombre de choses en place, mais j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Mais là voilà, donc ces changements-là, ça peut choquer, ça peut moins choquer, etc. Pour moi, on est dans le sens des choses où on a un émetteur, il émet des produits, il les propose à une clientèle et point barre. Le seul problème qu'on ait, c'est que si je veux acheter du S&P 500, il faut maintenant que j'aille chercher un autre tracker pour vraiment avoir une vraie réplication du S&P 500 et pas d'un S&P 300. Surtout, si je veux investir dans les hydrocarbures, il faut que j'aille chercher un tracker spécifique hydrocarbures maintenant pour essayer de compenser. Mais ne nous mettons pas également, c'est important parce qu'on se dit, ben oui, c'est normal, il ne faut pas investir dans les hydrocarbures. Il faut savoir que quand vous achetez un tracker, même hydrocarbures typé, cet argent-là ne va pas aux sociétés pétrolières. Il faut savoir que le seul moyen pour une société de lever de l'argent sur la bourse, c'est soit de s'introduire quand il y a de l'introduction en bourse. L'argent ici permet qui achète, donc sur le premier marché, qui achète les titres va en effet à la société, ou alors de faire une augmentation de capital. Et donc là, l'argent va à la société. Mais tout le reste,
quand vous achetez un tracker lié à hydrocarbures, quand vous allez acheter du Total, Total ne reçoit rien. C'est vous qui allez recevoir éventuellement du dividende et l'argent que vous avez payé, en fait, a servi à payer la personne qui vous a vendu les actions. Mais Total, elle, n'a rien reçu. Et donc, in fine également, quand on voit des titres qui baissent, et donc si vous avez Total qui passe de 60 € à 30 €, même chose, ça ne change rien pour le business de Total. Ça l'impacte éventuellement sur son image, sur sa capacité, si elle a besoin d'argent, à lever des capitaux. Mais c'est ça qui va impacter. Mais en soi, si vous voulez, ça ne change pas le business pour eux. Donc là aussi, se dire quelque part, eh ben, on arrête de vendre des trackers qui sont liés aux hydrocarbures parce qu'on ne veut pas financer l'industrie pétrolière. Ça finance que dalle, ok? C'est pas de ça dont on parle. On va faire pression sur les banques qui font des prêts, sur les marchés obligataires, là où la société continue de lever chaque trimestre, etc., un certain nombre de capitaux. Mais la bourse en tant que telle, sur des actions, si vous n'avez pas d'augmentation de capital, vous ne levez rien de plus. C'est du second marché. Donc là aussi, on nage de toute façon dans le marketing, on le sait, et on est en train de verdir un petit peu tout ça. Et au passage, on fait passer quelques augmentations de tarifs parce que, en ayant racheté Lyxor, évidemment, en Europe, on a quasiment un monopole. Mais on est dans le contresens, si vous voulez, de ce qu'il y avait ces dernières années avec l'augmentation des différents trackers. Et le fait qu'aux US, vous avez une telle concurrence que les frais, inlassablement, sont en baisse, et tant mieux pour les investisseurs. Et là, on sent que voilà, on essaye de repeindre un petit peu certains trackers, et au passage, on fait des augmentations de tarifs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Pour moi, il n'y a pas de gros changements. Ça doit juste renforcer que, si vous voulez, un investissement en tracker ne doit pas empêcher de faire des recherches, de regarder ce que vous achetez, de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, toujours, le plus important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et il y a fort à parier que d'autres trackers seront touchés de façon à l'avenir. C'est continuel. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.